Une heure de plus à Kassongo dans le Maniema, c'est l'heure de votre journal. À la une ce soir, près de 500 réfugiés ont traversé aujourd'hui la frontière du Burundi vers la République démocratique du Congo. C'est un retour volontaire encadré par le Haut Commissariat aux réfugiés et le gouvernement burundais. Les premières images, vous le verrez dans ce journal. La justice en République démocratique du Congo est rendue au nom du peuple ou au nom de l'argent et des influences. La délégation du Conseil supérieur de la magistrature en itinérance à Kolwezi pour évaluer le mal du secteur et rectifier les tirs. Et pour finir, des files injustifiées et sans réelle cause sur les artères de Kinshasa sont de retour. Les bouchons interminables dans toutes les directions sans aucune mesure concrète ne donne aucune satisfaction. On dirait que tout le monde a commencé étonnamment à s'y accommoder. Nos reporters sont descendus sur le terrain. Vous le suivrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. L'anarchie, nous vous l'avions dit, a repris de plus belle sur les artères principales de Kinshasa. Les embouteillages monstres ont refait surface. Les véhicules non en règle ont droit de citer. Les motocyclistes communément appelés Wewa font la loi sur la chaussée. Sous le regard impuissant des agents de l'ordre, on observe malheureusement un relâchement de la vis serrée pourtant pour désengorger les villes de Kinshasa. Un constat de Mireille Ndekiami. La situation des embouteillages monstres à Kinshasa présente un bilan mitigé. Après un apaisement observé lors du lancement de contrôle des documents de bord exigés à chaque conducteur, l'on assiste aujourd'hui à un retour de bouchons malgré l'assainissement du parc automobile à Kinshasa. Le boulevard Seine l'illustre si bien. Des embouteillages saturés dès les premières heures de la journée, mettant ainsi en difficulté la mobilité des conducteurs. Même les ambulances ne sont plus une priorité. Ici, cette ambulance était obligée de prendre le sens unique. Les observateurs constatent que le déploiement de 3000 agents pour contrôle est presque rare sur certains artères de la capitale. Un autre fait à relever est que le contrôle par les agents cause un ralentissement important sur la chaussée. À ces tableaux sombres s'ajoute la mauvaise gestion de motocyclistes communément appelés Wewa qui se démarquent par le non-respect du code de la route. Il y a lieu d'interpeller les autorités de trouver une solution efficace et pérenne à cette problématique de la circulation routière à Kinshasa. Les rocades de Kinshasa, long de 73 km de construction ont reçu la visite du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et de l'assistant personnel du président de la République. La pluie qui a arrosé la ville de Kinshasa ce jeudi n'a pas empêché cette visite effectuée sous les explications du directeur général de la CGT, Anita Luamboa et Robert Kalimba. C'est sous une fine pluie, symbole de bénédiction divine pour le projet, que le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a conduit au matin de ce jeudi 23 avril 2026 la visite du projet des rocades de Kinshasa par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Cachemire Eberand Kolongele et l'assistant personnel du chef de l'État, Paul Mundela. Au quartier Mbouma, où le site érosif a été maîtrisé, Nikon Zaouzaou a fait le topo complet du projet. Il explique les étapes franchies par ce travail remarquable réalisé par 6 SA et ses sous-traitants. 73 km de route en cours de revêtement après d'importants travaux de terrassement, plusieurs ouvrages de franchissement dont 3 ponts allant de 180 à 90 mètres de portée. Une opération d'expropriation de grande envergure avec plus de 3000 propriétaires impactés sont là, entre autres, les renseignements mis à la disposition des visiteurs qui saluent le travail abattu à l'issue de la visite. Paul Mundela est assistant personnel du président de la République. Je suis quand même stupéfait de ce travail qui est effectué. Il faudrait que cet ouvrage soit livré afin de désengorger un peu la ville et que les citoyens puissent palper du doigt et vivre cette merveille. Il faudrait que nous, citoyens, nous puissions nous approprier et prenons bien soin de cet ouvrage. Le tracé des rocades sud-est et sud-ouest passe par des collines
qui ne devraient pas être occupés par des habitations, le directeur général de la CGT a saisi l'occasion pour alerter sur l'occupation de ces endroits fragiles qui pourraient nuire à la survie de la route réalisée. Tout le monde doit s'approprier de ce bijou parce que si aujourd'hui on ne fait rien sur cette route-ci, vous allez voir que dans quelques jours on va encore construire des maisons, qu'on va encore venir détruire, qu'on va encore exproprier. Et bien tout l'argent qui pourrait servir des travaux ailleurs va encore être consommé ici pour des choses que nous aurons dû éviter. Les rocades sud-est et sud-ouest font partie du lot des projets de la CGT qui tient à les livrer d'ici fin 2027. Respect à la femme, c'est le credo prononcé par les femmes parlementaires de la Chambre basse du Parlement pour dénoncer le non-respect observé dans les propos d'un certain communicateur à l'endroit de la chef du gouvernement. Elle s'insurge contre toute attaque vis-à-vis de la première ministre Judith Suminwa. Elles appellent la justice à poursuivre toute personne ayant tenu des propos injurieux. On l'écoute. Nous, femmes députées nationales, réunis au sein du réseau des femmes parlementaires, exprimons par la présente notre vive indignation et condamnons fermement les propos outrageants, injurieux et inadmissibles tenus par un monsieur qui dit s'appeler dinosaure et d'autres à l'endroit de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ce qui a été proféré ne relève ni du débat démocratique, ni de la contradiction politique, ni encore de la liberté d'opinion. Il s'agit d'un dérapage grave, d'une atteinte intolérable à la dignité de la femme et d'un avilissement inacceptable de la parole publique. Au-delà de la personne de la Première ministre, ces propos portent atteinte à toutes les femmes congolaises, particulièrement à toutes celles qui assument des responsabilités publiques au plus haut niveau de l'État. Nous refusons avec la dernière énergie que la femme congolaise soit ainsi livrée à la vindicte, à l'injure et à la déconsidération. Par conséquent, nous dénonçons et condamnons fermement tous les propos injurieux visant la Première ministre, appelons les instances compétentes à engager des poursuites judiciaires contre toute personne qui, dans ses prises de position, violerait les lois en vigueur, exhortons l'ensemble des acteurs politiques, leaders d'opinion et des citoyens à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect envers la fonction de Premier ministre. Et face aux défis sécuritaires persistants dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa se transforme en laboratoire stratégique. Au Collège de hautes études de stratégie et de défense, experts et décideurs décortiquent un enjeu majeur. Comment gouverner efficacement une province sous état de siège? Et pour en parler, un invité de marque, Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. On fait le point avec Eric Abamba. Dans l'enceinte du Collège des hautes études des stratégies et de défense, haut officiers, policiers et cadres civils, tous regards tournés vers les orateurs du jour, suivent avec attention des interventions à forte portée stratégique. Au cœur des échanges, une question cruciale, comment gérer une province sous état de siège entre urgence sécuritaire et défis institutionnels. Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune pour partager leurs expériences, parmi lesquels le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia. Ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et expert en décentralisation et en gestion des conflits dans la région des Grands Lacs, il a détaillé les fonctionnements d'une province en temps normal comparé à celui en période exceptionnelle. Un éclairage appuyé par le cas du Nord Kivu et de l'Ituri, deux provinces confrontées à des défis sécuritaires persistants et actuellement sous état de siège. Une session marquée par des échanges interactifs où les auditeurs ont confronté la théorie aux réalités du terrain dans une dynamique à la fois pédagogique et stratégique. À travers ces réflexions, les CHESD entendent nourrir la doctrine sécuritaire et renforcer la gouvernance provinciale en République démocratique du Congo.
Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, près de 500 réfugiés ont traversé aujourd'hui la frontière du Burundi vers la République démocratique du Congo. C'est un retour volontaire encadré par le Haut Commissariat aux réfugiés et le gouvernement burundais. Regardez. Au total, 470 réfugiés congolais sont arrivés dans l'après-midi à la frontière congolo-burundaise de Kavimwira. Le gouverneur de province qui s'est mobilisé pour accueillir le Congolais de retour sur la terre de leurs ancêtres a remercié le HCR pour le sacrifice consenti par ses compatriotes qui ont adhéré à ce programme de retour volontaire. Jean-Jacques Pouroussi a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa diplomatie dont les résultats sont visibles à ces jours. Nous tenions à remercier très sincèrement tous ceux qui de loin ou de près se sont impliqués dans ce retour au bercail de ces milliers de nos frères et sœurs. C'est un moment extraordinaire. En premier lieu, nous remercions le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est battu pour que ce moment arrive, pour que la paix arrive. Il a signé des accords de paix. Il s'est Les candidats finalistes aux examens nationaux, TENAFEP, TENASOSPE, examen d'État, les personnes avec des besoins spécifiques, à l'occurrence les fonctionnaires de l'État de zone sous contrôle du gouvernement congolais. La semaine française a ouvert ses portes hier à Kinshasa. La 9e édition lancée par le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a apporté le thème perspective partagée. Plusieurs personnalités ont répondu présentes à ces assises. L'ambassadeur de France en République démocratique du Congo tout naturellement et bien d'autres. La semaine française vise à renforcer les partenariats entre les entreprises françaises et congolaises. Janine Kalinga et Julien Piana. Pour promouvoir l'offre française et renforcer les échanges économiques par des partenariats entre les entreprises françaises et congolaises. La 9e édition de la Semaine française qui a pour thème Perspective partagée vient d'être lancée à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, en présence de plusieurs personnalités congolaises et françaises. Dans son discours d'ouverture, le patron de l'économie nationale congolaise a indiqué que les deux économies françaises et congolaises évoluent dans un environnement international marqué par la récomposition des chaînes d'approvisionnement. Notre ambition n'est plus simplement d'exporter davantage. Elle est de créer plus de valeur locale, plus de transformation industrielle, plus d'emplois, plus d'intelligence économique et plus de souveraineté productive. Bien avant, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, a fait savoir que la participation de la FEC à cette tribune s'inscrit dans une logique claire, celle de promouvoir un climat des affaires attractif. Pour sa part, l'ambassadeur de France accrédité en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux, a salué l'organisation de cette édition et remercié les organisateurs. L'ambassadeur congolais à Paris, Émile Ngoyi, a souligné que la Semaine française est un cadre macroéconomique stable et des conditions permissives pour relancer la machine économique.
Il est porteur d'un ambitieux projet de création d'une académie francophone qui aura son siège à Kinshasa. Aurélien Touche, un député français, a rencontré le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, auprès de qui il a expliqué la portée stratégique de cette future institution. Patience Mbokatoukou nous en parle. Au cours de l'entretien, le député français a exposé les grandes lignes du projet mettant en avant une académie dédiée à la promotion de la langue française. Aurélien Touche a indiqué que cette académie servira de cadre de plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Pour moi, la capitale du monde francophone est Kinshasa. C'est dans République démocratique du Congo qu'il y a le plus de locuteurs francophones et cette langue doit pouvoir maintenant trouver finalement un lieu, un centre névralgique qui soit ici en Afrique, et ça ne peut être à mon sens qu'à Kinshasa. Et cette académie, pourquoi je suis venu en parler au ministre des Droits humains, doit porter sur les aspects d'évolution de la langue française, mais doit aussi porter sur les valeurs et la question des droits humains. Cette académie francophone, elle viserait finalement à effectivement prendre en compte l'évolution de la langue française, mais aussi à dire que le monde francophone doit être celui qui est le plus exemplaire sur la paix et les droits humains. Moi, comme parlementaire français, je suis prêt à m'engager avec d'autres collègues pour que la reconnaissance de génocide soit enfin adoptée par l'Union européenne, et évidemment, les députés français doivent pour ça être en premier plan. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le ministre Samuel Mbemba Kabouya a apprécié cette initiative qui est d'une grande utilité et entre dans le cadre de ses attributions consistant notamment à implémenter la justice transitionnelle et à mener le plaidoyer en faveur de la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo par les Rwandais. Une importante mission du Conseil supérieur de la magistrature conduite par son président Dieudonné Kamoleta se trouve présentement dans la province du Lualaba. L'objectif affiché est de diagnostiquer sans filtre l'état de la justice rendue aux justiciables. C'est une itinérance qui porte toutes ses attentes. Des résumés avec Edith Chala. À Kolwezi, capitale mondiale du cobalt dans la province du Lualaba, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, s'est plongé au cœur des réalités judiciaires. À ses côtés, une délégation de haut niveau, dont le procureur général près la Cour de cassation, Firmé Vondé, et le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndobakilima. Tous prennent part à cette mission d'itinérance judiciaire à fort enjeu, diagnostiquer sans filtre l'état de la justice congolaise. Sur le terrain, le rythme est soutenu, pas de répit. Le président du Conseil supérieur de la magistrature et sa suite ont parcouru sans relâche les différentes juridictions de Kolwezi, à commencer par la cour d'appel, les tribunaux civils et militaires, ainsi que leurs parquets. Mais au-delà des murs, ce sont des voix qui comptent. Mercredi 22 avril, à la cour d'appel du Lualaba, le président du Conseil supérieur de la magistrature a changé de posture. Du matin au soir, il s'est mis à l'écoute de la population au cœur même des institutions judiciaires. Tour à tour, il a échangé avec le bâtonnier, les avocats, les défenseurs judiciaires, la société civile, les responsables religieux, ainsi que les opérateurs économiques. Tous dénoncent les failles d'un système judiciaire sous pression. Ici, pas de protocole pesant. Jusqu'au coucher du soleil, Dieudonné Kamoleta s'est mis au service de la communauté. Il observe, écoute et échange. Un seul objectif, comprendre les doléances des justiciables et des auxiliaires de justice pour mieux réformer. En parallèle, le procureur général a mené une inspection des parquets civils, du ressort ainsi que de la prison de Dilala afin d'évaluer les conditions de fonctionnement des services judiciaires. Prochaine étape de cette mission, une visite d'inspection annoncée à Fungurume pour poursuivre cette immersion auprès de la justice congolaise. Faire du numérique un levier central de développement et renforcer l'activité du marché congolais auprès des investisseurs et internationaux, c'est le cheval de bataille du ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, qui vient de sceller à Washington, aux États-Unis, un accord avec la firme américaine Equity Group Holding, Karen Konkolongo, Nonom Manteku et Guilain Mukunga. En mission officielle aux États-Unis, le ministre de l'économie numérique Augustin Kibasa Maliba intensifie les échanges en vue d'accélérer la transformation digitale du pays.
Il a reçu une délégation du groupe Equity Group Holding conduite par James Mwangi avec à ses côtés Sarah Kabira, Willy Moulamba et Hugues Folé-Bokecho. Au cœur des discussions, la volonté d'Equity Bank de s'allier au ministère pour soutenir la digitalisation de la République démocratique du Congo, notamment à travers des solutions innovantes favorisant l'inclusion financière. Le ministre a salué cette démarche et a insisté sur l'urgence d'aboutir à un partenariat concret. Autre temps fort à Washington, le ministre Augustin Kibasa Maliba a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la société américaine Sebastian, marquant une étape clé dans le rapprochement numérique entre la RDC et les États-Unis. Organisée avec l'appui de la Chambre de commerce des États-Unis et de l'Atlantic Council, cette rencontre a réuni investisseurs, responsables du département d'État américain et acteurs économiques autour des opportunités du marché congolais. Conscient que le développement du numérique repose sur un environnement réglementaire attractif et clair, nous avons adopté un cadre moderne à travers le Code du numérique. Ce dispositif vise à sécuriser les investissements, encadrer les partenariats publics-privés, garantir la protection des données et favoriser l'innovation et la concurrence. La République démocratique du Congo est ouverte aux investissements américains dans le secteur du numérique. Devant cet auditoire, le ministre a positionné la République démocratique du Congo comme une future puissance numérique régionale forte de son important potentiel démographique. 7 mois après la signature des contrats de performance entre le ministère du Plan et les structures placées sous tutelle, l'heure est au bilan entre progrès enregistrés et défis constatés. Les résultats présentés au ministre d'État, ministre du Plan, Guylaine Nyemboumbouizia, traduit une réforme en cours, mais encore marquée par des niveaux d'exécution contrastés. Yvette Makuntima, Peggy Mukunda et Bijou Komba. Ils avaient promis des résultats 7 mois plus tard. L'heure des comptes a sonné. Sous la conduite du ministre d'État au plan et de la coordination de l'aide au développement Guylaine Nyemboumbouizia, plusieurs établissements publics, notamment l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'Institut national de la statistique INES et l'unité de la coordination du partenariat public-privé UCPP, ont présenté leurs résultats pour l'exercice 2025. Un bilan globalement encourageant, 61% des actions prévues ont été exécutées de manière satisfaisante. Mais tout n'est pas rose, près d'un quart des engagements, soit 24%, restent sans réalisation. Il est impérieux de réaliser que le véritable défi tient à notre capacité réelle à exécuter nos engagements. Il est vrai que les résultats présentés mettent en évidence des écarts significatifs en termes des taux de réalisation des actions, et ce, en raison des contraintes liées, entre autres, à un environnement structurel complexe et au cadre technique exigeant. Mais le plus important, c'est de maintenir allumée la flamme de la performance, l'envie de mieux faire et surtout l'efficacité de l'action. Exigence des rigueurs, suivi renforcé et fiabilité accrue, le gouvernement veut désormais imposer une véritable culture de la performance. La dite culture des performances va s'étendre à d'autres établissements sous tutelle du ministère du Plan. Kinshasa accueille la 44e conférence du district 9150 du Rotary International, représentant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a livré un message inspiré par les interventions et idéaux du Rotary. Diane Balaka, Robert Ndaye et Guy Matondo. Ces différents délégués, au nombre de 8, sont venus des pays d'Afrique centrale, vont tenter de circoncire leurs réflexions autour du service de l'intérêt général au-delà des intérêts personnels. La présidente de l'organisation, Madame Chantal Kanyembo, a insisté sur la nécessité de transformer les intentions en actions concrètes. Aujourd'hui est le témoignage parlant de notre engagement commun à servir, à nous rassembler et à agir pour le bien de nos communautés. En venant de nos 10 pays, vous incarnez cette belle diversité qui fait la richesse et la force de notre district. Le ministre de la Santé a reconnu l'implication des Rotary Club dans les secteurs de la santé. Toutes les actions qui sont prises par le Rotary, elles sont toutes tournées autour de l'humain, de l'homme.
Et le président de la République, chef de l'État, a décidé que sa politique est centrée sur l'humain. Je comprends le choix du président de me demander de venir pour le représenter ici. Le représentant de Rotary International a montré des actions de l'organisation. Le projet, ces coopérations permettent de créer des liens humains entre les communautés que nous aidons et les Rotariens, mais aussi entre les Rotariens du monde entier qui participent à ces actions. Le gouverneur du district 9150 et les directeurs généraux de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie qui se veut un espace de partage et des actions. La conférence se poursuivra avec plusieurs thématiques et les participants seront répartis en ateliers de travail. La Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo convolent en juste noces dans le projet Pabeya Cobalt dédié à la protection des enfants dans les zones minières. Ce projet qui franchit un cap entre dans sa phase décisive, celle de la pérennisation. Chimène Dondo. À Kinshasa, la ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba Massoudi, a échangé avec une délégation de la BAD conduite par Mohamed Chérif. Objectif, évaluer l'état d'avancement et surtout préparer l'après-projet Pabeya Cobalt. Mis en œuvre par le Fonds national de promotion et de services sociaux, ces programmes visent à retirer les enfants de mines artisanales dans la province du Lualaba et du Haut-Katanga. À la clé, leur scolarisation et l'accompagnement de familles à travers des activités génératrices de revenus, notamment agricoles. Pour la BAD, l'enjeu est clair, garantir de résultats durables au-delà de décembre 2026, maintien des enfants à l'école, autonomisation de ménages et développement local figurent parmi les priorités. Et nous considérons que c'est un projet qui a fait déjà ses marques, donc c'est pratiquement un exemple à répliquer. Donc nous mettons l'accent davantage sur, après le projet, comment les populations arrivent à continuer, arrivent à générer des revenus, arrivent à canaliser les enfants pour qu'il y ait de l'éducation, pour qu'il y ait de prospérité économique dans les régions. Porté par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Pabeya Cobalt s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans les mines avec un objectif ambitieux, 0 enfant dans le site minier. À 8 mois de son échéance, le projet se veut déjà un modèle. Reste désormais un défi majeur, transformer les acquis en solutions durables pour les communautés locales. Les accords signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, leur implication dans la gouvernance minière, ce sujet était au cœur d'une conférence débat animée par le directeur général du cadastre minier, cadre choisi, l'Université congolaise du Congo, organisée par l'Agora, une plateforme universitaire. Lucie Lavi-Chisenda et Patrick Kachala. RDC États-Unis, des accords qui attisent l'intérêt jusque dans les auditoires. À l'Université catholique au Congo, étudiants en droit et experts ont décortiqué les enjeux juridiques et économiques de ce partenariat stratégique centré sur les secteurs miniers. L'objectif est également d'inciter les étudiants à embrasser les filières techniques, surtout dans le domaine des mines. Parmi les intervenants, le directeur général du cadastre minier, Popol Mabolia Yenga, acteur clé dans la régularisation du secteur. Le cadastre minier a une politique d'aller vers l'université pour discuter, pour rechercher, pour améliorer les connaissances et faire partager aussi cette connaissance que nous avons. Notre implication, comme vous le savez, une partie de ces accords repose sur le secteur minier dans lequel nous sommes impliqués directement parce que le CAMI délivre les carrés miniers, les actifs miniers aux demandeurs. Mon intervention a été au-delà du cadastre minier, mais quand je vois les questions et les interventions, j'ai dit qu'il fallait savoir que l'éducation est un investissement. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans le secteur dans lequel nous sommes, nous allons plus du côté de la technicité, de la capacité de la haute technologie. Et que les étudiants devraient s'orienter dans des branches qui sont aujourd'hui prisées. Cet effort doit être déjà
connu et consacré dès le départ. Aux côtés d'experts comme le professeur Yves Junior Manzanza, doyen de la faculté des droits à l'UCC, et le professeur Dieu merci Nzumbu, économiste, les étudiants ont été édifiés sur les exigences de la bonne gouvernance minière. Une initiative saluée par les organisateurs, la plateforme Agora, qui y voit un pas de plus vers une jeunesse mieux préparée aux enjeux stratégiques du pays. À la Caisse nationale de sécurité sociale, la campagne de sensibilisation à la sécurité sociale se poursuit dans la partie ouest de la capitale, à Kintambo et ses environs. Les employeurs ont pris part à ces séances visant à renforcer les capacités des agents et cadres de la CNSS dans cette zone. Regardez. Après la commune de Bandalungwa, la campagne de sensibilisation à la sécurité sociale se poursuit dans la partie ouest de la capitale. Cette fois, ce sont les employeurs et travailleurs de Kintambo et de ses environs qui ont bénéficié d'une journée de vulgarisation consacrée à la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale en République démocratique du Congo. Organisée par la direction urbaine de Kinshasa-Ouest de la CNSS, cette activité visait à renforcer la compréhension du cadre légal régissant les prestations sociales, notamment les allocations familiales, les pensions, ainsi que la prise en charge des risques professionnels. La cérémonie s'est ouverte par le mot de bienvenue du directeur urbain Alain Sekimonio, qui a salué la mobilisation des participants tout en mettant en avant l'importance de cette réforme dans la protection des travailleurs et de leurs ayants droit. Votre rôle est essentiel, notamment en ce qui concerne l'immatriculation des travailleurs, la déclaration et paiement régulier des cotisations, ainsi que le respect des dispositions légales en matière de sécurité sociale. Au cœur de cette journée, 4 modules ont été développés par les experts de la CNSS, portant respectivement sur l'assujettissement, le contrôle et le recouvrement, les prestations familiales ainsi que les pensions et les risques professionnels. Satisfaits de la clarté des explications et de la pertinence des thématiques abordées, plusieurs employeurs présents n'ont pas caché leur intérêt, saluant une initiative qui contribue à une meilleure application du dispositif légal. C'est vraiment une occasion pour nous d'amener nos difficultés à la CNSS, afin que la CNSS apporte une sorte de réponse à nos préoccupations. La rencontre s'est clôturée sur une note de remerciement avec l'engagement renouvelé de la CNSS de poursuivre ses actions de sensibilisation à travers la ville en vue de promouvoir une culture de sécurité sociale plus inclusive. Et hors de nos frontières, précisément au Moyen-Orient,